Si je vous dis que Jey Uso va devenir un catcheur légendaire au niveau de Stone Cold Steve Austin et qu'il a mérité sa victoire au Royal Rumble, vous en pensez quoi? Et si maintenant je vous dis que la période Hall of Pain de Mark Henry en 2011 quand il détruisait tout le monde était juste horrible, est-ce que vous êtes d'accord? Bon allez, j'entends une dernière, je pense qu'il faut qu'on arrête de mettre en avant des catcheurs juste parce qu'ils sont populaires et qu'ils vendent bien, on est là pour voir des acteurs et des catcheurs, pas juste des mecs qui vendent des t-shirts. Bon là si tout va bien, il y en a certains d'entre vous qui sont absolument pas d'accord avec les phrases que j'ai prononcées là et qui sont en train de sauter dans les commentaires pour m'insulter alors que d'autres sont en train de dire que j'ai absolument raison, mais ça tombe bien parce que aucun de ces avis n'est le mien, c'est les avis que vous m'avez donnés en réponse à mes posts sur Twitter et YouTube, et donc aujourd'hui on se retrouve une fois de plus pour discuter ensemble de vos avis les plus impopulaires concernant le catch. Alors juste rapidement avant de commencer, je m'autorise un petit truc parce que je vais aller regarder le dernier épisode de Raw, j'ai pas encore vu les retombées du Royal Rumble donc je vais aller voir ça. Ok stop, ce mec est en train de faire n'importe quoi. Regardez-le, il va sur un site bizarre pour regarder du catch illégalement et il n'a même pas NordVPN sur son ordinateur. Non vraiment, ne faites pas comme lui. Déjà, il a rien compris. Pour regarder les épisodes de Raw en direct et en rediffusion, il suffit d'avoir un abonnement Netflix et NordVPN et de vous localiser en Angleterre ou au Canada par exemple, parce que non seulement c'est plus pratique, mais aussi c'est beaucoup plus sûr. En plus, aller sur des sites bizarres comme ça, sans rien protéger, c'est vraiment dangereux, alors que s'il avait installé NordVPN, il aurait pu profiter de la fonctionnalité protection anti-menace, et ça lui aurait même évité de cliquer sur cette fausse boutique WWE qui va lui voler ses informations bancaires. Bref, je pense que vous l'avez compris, ce mec fait absolument n'importe quoi, mais vous pouvez éviter ça en vous rendant sur le lien en description ou en commentaire épinglé, et en profitant de 4 mois d'abonnement supplémentaire sur votre abonnement de 2 ans pour obtenir NordVPN à moins de 3 € par mois. A partir de là, vous pourrez installer l'application sur jusqu'à 10 appareils différents pour non seulement regarder la WWE sur Netflix dans toutes les situations et ne rien rater, mais aussi vous protéger des sites malveillants et chiffrer vos données pour empêcher certains curieux de vous observer. Bien sûr, NordVPN c'est pas que ça, vous avez aussi de nombreuses fonctionnalités utiles que vous retrouverez sur le lien en description. Moi sur ce, je les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo, et pour le coup avant de commencer, si vous voulez un avis qui est pas du tout controversé, NordVPN c'est vraiment cool. Mais allez, maintenant que je vous ai dit tout ça, on peut vraiment rentrer dans le vif du sujet et on va justement commencer avec le premier avis du jour qui est un des avis que j'ai cité en introduction. Une personne nous dit « Il faut absolument que les fans arrêtent de défendre des catcheurs ou des décisions parce qu'il vend du merch ou il a des grosses pop. On est là pour voir des acteurs et des catcheurs, pas des vendeurs Célio ni des chauffeurs de salle. » Alors, cet avis, je vais être tout à fait honnête, je suis absolument pas d'accord, et pourtant, c'est un avis qui revient quand même assez souvent et qui divise un petit peu la communauté catch. Alors là, je parle même pas de la division entre ceux qui considèrent qu'un catcheur au sommet de l'entreprise doit forcément être exceptionnel dans le ring et que le micro c'est secondaire. Là, je parle vraiment de la division entre ceux qui considèrent qu'un catcheur populaire, qui vend du merch, qui fait réagir les foules, etc., mérite d'être mis en avant et mérite d'être champion du monde, et ceux qui considèrent que c'est pas suffisant et qu'il faut avoir toutes les autres qualités qui font un catcheur. Et le truc, c'est que, évidemment, qu'un catcheur qui est horriblement nul, qui a rien d'intéressant, qui est horrible au micro, qui est très mauvais dans le ring, c'est pas intéressant de le mettre en avant. Mais j'ai envie de vous dire qu'un catcheur comme ça, de toute façon, il résonnera jamais avec le public. Et oui, si on prend l'exemple des catcheurs qui ont été très populaires, les Jey Uso, les Jeff Hardy, etc., c'est certainement pas les meilleurs catcheurs dans le ring, c'est certainement pas des monstres au micro, mais c'est loin d'être les pires catcheurs de l'histoire de la WWE. Et si vraiment c'était des catcheurs aussi nuls que tout le monde veut nous le faire croire, ils auraient absolument pas eu cette connexion avec les fans et ce succès qu'ils ont avec les foules. Donc le truc c'est que évidemment c'est très facile de dire bah on va pas mettre un catcheur au sommet juste parce qu'il vend, mais déjà il y a le point de vue entreprise de la WWE qui consiste à dire bah si j'ai envie de me faire de l'argent donc oui je vais mettre en avant un mec qui me permet d'en gagner, mais si même on se place uniquement du côté des fans, ce qu'on est absolument tous, je pense pas qu'ici des gens aient des actions chez WWE, bah c'est quand même intéressant parce que oui pour un mec qu'on va pas aimer et qui va être mis en avant alors que bah nous on l'aime pas, on n'apprécie pas ses catchphrases etc, bah il y en a peut-être 2 ou 3 autres qui justement vont être mis en avant pour ces mêmes raisons, mais qu'on va apprécier. Et je pense par exemple à cette différence entre LA Knight et Jey Uso. Je suis sûr qu'il y a des gens qui, il y a quelques mois, voulaient voir LA Knight au sommet de la WWE et qui aujourd'hui sont déçus que ce soit Jey Uso. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont très contents que ce soit Jey Uso aujourd'hui et qui auraient absolument détesté que ce soit LA Knight parce qu'ils auraient utilisé ces mêmes arguments de bah, LA Knight il est pas bon dans le ring, au micro c'est une copie de Stone Cold, etc. Enfin bref, toutes les critiques qu'on a pu entendre sur LA Knight à l'époque. Donc je pense que la réalité c'est qu'il faut qu'on reconnaisse tous une chose, c'est que dans le catch, on a des favoris, on a des catcheurs qu'on n'aime pas, et quelles qu'en soient les raisons, on va de toute façon être content quand quelqu'un qu'on aime est mis en avant, et déçu quand quelqu'un qu'on n'aime pas est mis en avant. Et ça, c'est un truc avec lequel il faut juste accepter de vivre, et oui, certains étaient très contents quand Roman Reigns était champion, ces gens-là ont été déçus quand il a perdu la ceinture, d'autres c'était l'inverse, et voilà, c'est presque des cycles qui se renouvellent à la WWE, donc je pense que juste partir du principe qu'on peut pas mettre un catcheur en avant parce qu'il est populaire et qu'il vend des t-shirts, et que c'est des décisions qui sont indéfendables par les fans, c'est totalement des décisions qui sont défendables par les fans à partir du moment où les fans en question aiment bien le catcheur qui est mis en avant, et personnellement ça me paraît juste
cohérent de soutenir les catcheurs qu'on aime bien, indépendamment de leur talent objectif et de potentiellement le fait que certains autres catcheurs soient meilleurs qu'eux et mériteraient entre guillemets plus leur place. Et d'ailleurs, avant de conclure, je finirai sur quelque chose, le talent d'un catcheur au micro, par exemple, si on prend des catcheurs qui ont jamais été des monstres dans le ring, je pense par exemple à des Cena, des The Rock, etc., qui ont surtout connecté avec les fans au niveau de ce qu'ils faisaient au micro, ce qu'ils faisaient au micro leur a permis d'être populaire et de vendre auprès des fans, et c'est ça qui leur a permis d'être mis en avant. Donc je pars du principe que oui, les catchphrases, le micro, etc., ça fait partie du catch, et après juste on aime ou on n'aime pas les catcheurs que ça concerne, mais je pense qu'on est obligé de faire avec. Et tenez, d'ailleurs, je viens de vous parler de catcheurs qu'on aime ou on n'aime pas. Là, l'exemple est parfait. Une personne nous dit « New Catch Republic est l'équipe la plus sous-cotée du roster WWE ». Là, pour moi, c'est un avis controversé à titre personnel parce que je considère que, bon, déjà, New Catch Republic n'existe plus, si je dis pas de bêtises, mais au-delà de ça, ils ne m'ont jamais intéressé plus que ça. Après, c'est uniquement mon avis sur New Catch Republic, c'est-à-dire que oui, objectivement, c'est très certainement de bons catcheurs, mais personnellement, je considère que c'est absolument pas l'équipe la plus sous-cotée de la WWE. Par exemple, je considère que des équipes comme Grayson Waller, Austin Theory ou Berto et Garza, etc. sont plus sous-estimés que New Catch Republic. Pas forcément parce qu'ils sont mieux utilisés par la WWE, mais justement parce qu'ils sont souvent critiqués, en particulier pour Waller et Theory, alors que je pense qu'en tant que heel, ils peuvent être vraiment très bons et que la WWE les utilise pas assez. Et surtout, je pense que Waller et Theory, à la fin de l'équipe, en les séparant, il y a quelque chose à faire avec les deux. Malheureusement, je considère pas que c'est le cas pour New Catch Republic. Encore une fois, c'est que mon avis et ma manière d'apprécier ces deux catcheurs-là. Donc, je considère que non, c'est pas l'équipe la plus sous-cotée, et je dirais même que c'est l'une des équipes qui a le moins de potentiel au-delà de la division par équipe. C'est peut-être une manière bizarre de voir les choses, mais j'ai vraiment ce truc de voir les équipes comme étant des catcheurs qui vont rester en duo pendant un moment, qui vont proposer des belles choses, etc., comme on l'a vu avec les Hardy Boys, Edge et Christian et tout, mais la manière que j'ai de voir les choses fait que, pour moi, les équipes sont toujours amenées à se séparer et à permettre l'explosion de certains de leurs membres en solo. Alors oui, c'est pas forcé que l'équipe se sépare, on l'a vu avec Kofi Kingston, Big E, qui ont chopé des titres mondiaux sans pour autant séparer New Day, mais j'ai quand même cette manière de voir les choses qui fait que souvent pour moi les équipes servent à construire plus tard des catcheurs en solo, et je considère que ni Pete Dunne ni Tyler Bate n'ont de vrai avenir en solo à la WWE. Donc voilà, encore une fois, cet avis pour moi il est controversé et je suis pas d'accord. Allez, passons à l'avis suivant, et là vous allez voir que tous ceux qui reprochent aux avis controversés de justement pas être assez controversés, je pense que vous allez être satisfait de celui-là. Une personne nous dit que Jey Uso contre Jimmy Uso à WrestleMania n'était pas un si mauvais match que ça. Il y a eu des ratés, c'est sûr, des choses qui n'ont pas marché, mais si on s'en tient au fond uniquement, le match n'était pas mauvais. Bon, là je pense que ceux qui me suivent sur Twitch savent que je suis absolument pas d'accord avec cet avis-là. Jey Uso contre Jimmy Uso, pour moi, c'était mauvais pour le simple principe que les attentes étaient énormes. Même si les attentes n'avaient pas été aussi grandes, je pense que le match sur le principe est déjà pas terrible, mais avec en plus les attentes qu'on avait tous dessus et l'histoire qui pouvait être racontée, je vois pas comment on peut dire que ce match était pas mauvais ou en tout cas pas décevant. Mauvais sur le principe, c'est pas l'un des plus mauvais matchs de l'histoire de WrestleMania, mais il y a rien en fait, c'est presque, j'irais même pas jusqu'à dire qu'il est mauvais, il est juste pour moi vide. C'est-à-dire que le match, il reste toujours à l'étape 1 d'un match. Et donc, j'ai été déçu de ce match, au-delà du fait que j'en attendais beaucoup. Je trouve que dans le ring, c'était pas exceptionnel. Ok, Jey Uso et Jimmy Uso, c'est pas les plus grands catcheurs de tous les temps, mais je pense qu'ils auraient pu largement proposer plus. Je pense aussi que la WWE aurait peut-être pu leur donner plus de temps. Et donc voilà, je suis absolument pas d'accord. Pour moi, oui, c'était un mauvais match, ou en tout cas, c'était un match décevant. Justement, en parlant de déception, revenons un petit peu sur l'actualité, parlons du Royal Rumble. Quelqu'un nous dit que Nikki Bella en 30e position n'était pas une si grande déception que ça. Oui, à part peut-être les pompes, elle n'a pas fait grand chose de mémorable, mais plus on y réfléchit, plus c'est logique qu'on lui ait attribué cette place. Une des catcheuses les plus populaires dans le monde du catch, c'est évident qu'elle apparaît en dernière, surtout après l'année rude qu'elle vient d'avoir en 2024 suite à des problèmes familiaux. Alors déjà, avant de parler de la vie générale, je voulais parler de la petite phrase à la fin. Effectivement, Nikki Bella, la femme, l'être humain, a eu des problèmes dans la vie, etc. Et là, il n'y a aucun souci là-dessus, mais pour moi, ça n'a pas de rapport avec sa présence dans le Royal Rumble, et peut-être que c'est méchant de dire ça, entre guillemets, mais je trouve que ça ne justifie pas cette place de 30e dans le Royal Rumble, et cet éloge, entre guillemets, qu'on peut lui faire en lui donnant, tiens, cette 30e place qui est celle de la surprise, entre guillemets. En fait, moi là, ce dont je vais parler, c'est vraiment Nikki Bella dans le contexte du catch, c'est-à-dire indépendamment de tout ce qui se passe dans sa vie, etc. Vraiment, le fait pour moi de l'avoir ramenée en 30e position, c'est à la fois pas terrible pour elle, parce que ça met d'énormes attentes sur ce numéro 30, et au final, c'est Nikki Bella qui, bon, non seulement ne fait pas grand-chose dans le match, mais en plus, évidemment, ne le gagne pas, et bien sûr, ne fait pas de retour définitif aux écrans, même si visiblement, il y avait des rumeurs dans ce sens-là. Pour l'instant, on l'a toujours pas vu. Et même si les fans sur place ont été contents, dans les faits, je trouve que pour la construction d'un Royal Rumble, il suffit juste d'inverser Nikki Bella avec Alexa Bliss, est un résultat qui pour moi est nettement plus satisfaisant.
Parce qu'en fait, en soi, l'entrée de Nikki Bella, elle me dérange pas plus que ça, c'est un retour qui est un peu surprenant, c'est effectivement quelque chose auquel on s'attendait pas, donc en numéro 21 ou en plein milieu du Royal Rumble, pourquoi pas, ça permet de donner un petit moment surprise et la réaction du public aurait très certainement été la même. Mais je trouve que donner la position de numéro 30 à quelqu'un qui va pas en faire grand chose, bah je trouve pas ça intéressant. Autant du côté masculin, on peut être déçu de Logan Paul en numéro 30, et je le comprends, mais Logan Paul, il a ce côté, c'est énervant de le voir en numéro 30, mais entre guillemets pour les bonnes raisons, parce que c'est un heel, parce qu'il est là pour être frustrant, parce qu'il est là pour être énervant. C'est pas le cas de Nikki Bella, et même si encore une fois, il y a beaucoup de fans, et notamment sur place, qui ont été contents, bah je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui ont été déçus, et pour l'histoire racontée dans le Royal Rumble, j'aurais largement préféré qu'elle arrive en 21, et qu'on ait Alexa Bliss en numéro 30, d'autant que elle, justement, elle réapparaît derrière, et elle fait un vrai retour pour être en permanent à la WWE. Et justement, on vient de parler d'Alexa Bliss, ça me permet d'embrayer sur l'avis suivant. Une personne nous dit « Je suis très content du retour d'Alexa Bliss. En revanche, j'ai peur qu'une éventuelle histoire avec les Wyatt Six soit d'un ennui profond. Peut-être qu'une rivalité avec Liv serait plus intéressante. » Alors, j'ai sélectionné cet avis parce que depuis le retour d'Alexa Bliss et les petits clins d'œil qu'elle a fait notamment au niveau de sa tenue, beaucoup de gens disent « Ok, j'ai hâte de la voir avec les Wyatt Six, j'espère que ça va relancer les Wyatt Six, etc. » Et moi, bah, c'est plutôt l'inverse, je suis plutôt d'accord avec cette personne. C'est même pas que j'ai peur d'une histoire avec les Wyatt Six, c'est que j'ai juste pas envie d'une histoire avec les Wyatt Six. Alors encore une fois, oui, Alexa Bliss, c'est pas la plus grande catcheuse de tous les temps dans le ring. Au micro, je trouve qu'elle est très solide, en particulier quand elle est heel, et justement, je trouve que ce serait un atout intéressant pour la division féminine, à condition qu'elle soit bien bookée évidemment, et donc tout ça, ça fait que j'ai pas envie justement de la voir se diriger vers un groupe, vers un clan avec les Wyatt Six qu'on voit en vrai très peu, et donc ça ferait qu'on la voit elle aussi très peu, et que très certainement elle participerait pas aux histoires de la division féminine, elle serait plutôt comme Nikki Cross, membre du groupe, pour juste apparaître, attaquer certaines catcheuses, etc. Et je trouverais ça un peu décevant, et je trouve que ce serait pas profiter pleinement du potentiel qu'elle a, même si, encore une fois, c'est pas la plus grande catcheuse in-ring de tous les temps. Donc effectivement, à la limite, je suis plutôt d'accord avec cette personne, je serais plus intéressé par une rivalité contre Liv Morgan en milieu de carte, ou pourquoi pas une rivalité avec les Wyatt Six, même si l'idée est de garder cet esprit de Bray Wyatt, etc., et de garder une Alexa Bliss un peu étrange. Je pense qu'il y a mille et une choses mieux à faire que de la mettre juste purement et simplement avec les Wyatt Six pour finalement ne pas en faire grand chose. Donc voilà, personnellement, j'ai pas envie de voir Alexa Bliss avec les Wyatt Six. Soit on lui rend son personnage de goddess qu'elle avait au tout début, soit on garde ce personnage un peu creepy, etc., mais sans l'intégrer au clan Wyatt Six. Ok, avis suivant qui part dans une direction complètement différente puisqu'on revient vraiment dans le passé. Une personne nous dit que la période Hall of Pain de Mark Henry était juste horrible. C'est juste un big guy qui détruit tout le monde sans raison et tout le monde a kiffé, mais quand c'est Braun Strowman, les gens sont partis, j'ai pas compris. Après, c'est certainement moi qui n'aime pas ce style de catch. Alors là-dessus, déjà, effectivement, peut-être que c'est une question de goût, peut-être que tu n'aimes pas ce style de catch, mais pour revenir sur la comparaison entre le Hall of Pain de Mark Henry et ce qu'on a pu faire, par exemple, ce qu'on peut faire en fait aujourd'hui avec Braun Strowman, moi je trouve qu'il y a une différence majeure, et je sais que je suis pas le plus grand fan de Braun Strowman, on peut même dire que j'aime pas du tout, mais j'ai des raisons, c'est-à-dire que Mark Henry, quand il fait le Hall of Pain, ok, il a été face par le passé, et très certainement que j'oublie, il a dû faire des trucs goofy, il a dû faire des trucs un peu comiques, et encore je suis même pas sûr, parce qu'il me semble que les trucs comiques avec le Père Noël, etc., ça vient en 2013, après le Hall of Pain. Mais admettons, peut-être qu'il a fait 2-3 trucs un peu comiques et qu'il a été face. Mark Henry, même quand il est face, je trouve qu'il garde une certaine crédibilité, et que la WWE le garde comme étant ce mec qui, si à un moment il pète un plomb et qui devient sérieux, et qu'en l'occurrence il devient heel, bah il va falloir se méfier parce que les gars qui vont se retrouver face à lui, ils vont juste se faire exploser. Et je trouve que justement la comparaison avec Braun Strowman, elle est pas possible à ce niveau-là. Déjà parce que Braun Strowman actuellement, il a beau être construit comme un monstre, il est construit comme un monstre face. Et donc après tous les trucs goofy qu'il a fait de se déguiser en Père Noël, cette rivalité contre Shane McMahon que j'avais trouvé nulle, cette association avec Nicolas pour faire un tag team match à WrestleMania que je trouve horrible, et tous ces trucs qui contribuent à décrédibiliser pour moi Braun Strowman, bah tu peux pas les effacer complètement à partir du moment où là tu veux le recrédibiliser mais que tu le gardes face. J'aurais, je pense, aucun souci avec Braun Strowman s'ils voulaient le faire passer pour un monstre heel, comme ils l'ont fait avec le Hall of Pain de Mark Henry. Et c'est pour ça que pour moi, le Hall of Pain de Mark Henry était très cool. C'est en fait l'histoire d'un mec qui a été trop gentil toute sa carrière, qui s'est laissé marcher dessus, et qui au bout d'un moment prend conscience de qui il est. C'est un monstre qui peut exploser tout le monde. Donc oui, il devient fou, il lance le Hall of Pain, il écrase tout le monde, il devient champion du monde, et après ça, il peut totalement revenir en arrière et se rendre compte qu'en fait, j'en sais rien, pour ses enfants, pour je ne sais qui, pour les fans, etc., il peut repasser du côté des gentils. Mais au moins, la période, elle est logique et elle est cohérente, et elle est pas bizarre par rapport à ce qui est venu avant. Donc oui, pour moi, le Hall of Pain de Mark Henry était cool, et non, c'est pas comparable avec Braun Strowman, et je comprends qu'on ait aimé le Hall of Pain, et qu'actuellement, on n'aime pas ce que fait Braun Strowman.
Ok, avis suivant qui revient un petit peu dans le présent, une personne nous dit « Elimination Chamber est devenue la poubelle du Royal Rumble ». Alors ça c'est un avis que j'aime beaucoup et dont j'ai parlé justement dans le dernier coin catch sur Twitch, je vous redirige sur la chaîne secondaire pour ceux qui sont pas abonnés. Qu'est-ce que vous faites? Le lien est dans la description, foncez, c'est de la pure régalade, c'est les replays de Twitch tout simplement pour ceux qui peuvent pas être là en live. Mais bref, justement j'ai parlé de cette question de l'Elimination Chamber, c'est une stipulation que j'aime beaucoup, c'est une stipulation qui est extrêmement populaire, mais pour moi c'est une stipulation qui actuellement à la WWE n'est pas utilisée comme il faut. En fait, je trouve ça extrêmement dommage que chaque année depuis un bon moment, l'Elimination Chamber ne soit que un match qui permet de déterminer le challenger numéro 1 à l'autre titre mondial qui n'a pas été choisi par le vainqueur du Royal Rumble. Parce que pour moi, tu peux totalement construire des histoires et des matchs à WrestleMania autrement qu'en utilisant un match qualificatif comme le Rumble ou l'Elimination Chamber. Et justement, la fonctionnalité du Rumble, c'est déjà de donner facilement un challenger à un des deux champions à WrestleMania. Donc pourquoi est-ce qu'on en rajoute une couche en faisant la même chose avec l'Elimination Chamber? Si je prends un exemple très simple, on va en reparler, mais actuellement, Jey Uso est le vainqueur du Royal Rumble. Donc il va choisir un champion, ce sera très certainement Gunther. Maintenant, il reste à trouver un match pour Cody Rhodes à WrestleMania. Donc oui, tu peux faire la solution de facilité en donnant la victoire de l'Elimination Chamber à un John Cena, à un CM Punk, à qui tu veux. Mais pourquoi est-ce que tu veux cette solution de facilité? Pourquoi est-ce que tu peux pas aller justement un peu plus loin que ça et avoir un John Cena qui dit « Écoutez, j'ai eu une grande carrière à la WWE, j'ai jamais utilisé mon pouvoir dans les coulisses pour me mettre en avant. » Bon, ça, voilà, la Nexus peut dire le contraire, mais vous avez compris ce que je veux dire. Là, presque, je pète un plomb et je dis « Ok, je suis John Cena, j'exige un match de championnat à WrestleMania contre Cody Rhodes. » Et encore, là, c'est qu'un exemple que je donne, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, je suis d'accord avec cet avis-là. L'Elimination Chamber, c'est des mecs qui se battent pour avoir droit à un match de championnat à WrestleMania parce qu'ils ont perdu le Royal Rumble et ils pourront donc choisir par défaut, parce que l'autre champion aura déjà été choisi par le vainqueur du Royal Rumble, l'autre champion pour aller tenter leur chance à WrestleMania. Et je trouve que, autant certaines années ça peut être utile quand t'as pas de plan ou que tes plans passent par un vainqueur du Chamber qui va à WrestleMania, mais je pense qu'il y a des moments où il faut simplement mettre la ceinture en jeu dans l'Elimination Chamber. Oui, c'est peut-être un risque pour le champion, il peut totalement se blesser dans le Chamber, c'est un match qui est dangereux, etc. Mais envoyer Cody Rhodes dans un match de l'échelle hyper violent à l'approche de WrestleMania, c'est aussi un risque. Et je pense que parfois des risques, il faut oser les prendre. Donc voilà, pour conclure sur cet avis, je suis parfaitement d'accord. Malheureusement, l'Elimination Chamber est devenue un petit peu la poubelle du Royal Rumble. Et puisque justement on parle du Royal Rumble, parlons des potentiels vainqueurs, puisqu'une personne nous dit pourquoi ne pas avoir donné la victoire du Rumble à quelqu'un de totalement inattendu, comme Chad Gable ou Ludwig Kaiser. Alors, j'ai sélectionné cet avis pour deux raisons. Déjà, je pense que c'est hyper controversé, je pense qu'ici il y a peu de gens qui voulaient voir Chad Gable ou Kaiser gagner le Rumble, mais surtout parce que ça me permet de rebondir sur l'avis dont on va parler un tout petit peu plus tard sur Jey Uso, vous l'aurez compris. En fait, faire de la surprise pour faire de la surprise, je pense qu'on l'a tous compris, c'est pas bien. Là, Jey Uso, c'était une surprise, et il y en a beaucoup, je suis sûr, qui dans les semaines précédentes se plaignaient qu'on n'avait pas assez de surprises à la WWE, et qui aujourd'hui se plaignent de la victoire de Jey Uso. Et typiquement, faire gagner Chad Gable ou Ludwig Kaiser, oui, c'est une surprise, mais contrairement à une victoire d'un Jey Uso, il n'y a rien qui est raconté actuellement pour entraîner ces mecs vers WrestleMania. Et qu'on le veuille ou non, l'impact du public a une importance. Là, actuellement, tu envoies un Chad Gable contre un Gunther, tu auras très certainement un match 10 fois meilleur que Jey Uso-Gunther, mais tu auras malheureusement un match dont le public n'a rien à faire. Et peut-être que c'est triste, peut-être que c'est un truc qu'on peut déplorer, peut-être qu'on peut critiquer le public américain, ce que vous voulez, c'est un fait, des mecs comme ça, aussi talentueux soient-ils, tu peux pas leur donner la victoire à un Royal Rumble, parce que oui, ce serait surprenant, mais malheureusement, en fin de compte à WrestleMania, ça pourrait n'être que décevant. Donc voilà, ça me permet de rebondir sur ce truc-là des surprises. On a été nombreux à se plaindre qu'il n'y avait pas assez de surprises à la WWE pendant des années. Pour moi, ce genre de choses, ou encore la victoire de Jey Uso pour certains, c'est la preuve que non, on peut pas tout miser sur des surprises, et que oui, parfois le booking à trop long terme, ça peut être saoulant, mais que les surprises en permanence juste pour faire de la surprise, c'est pas bien non plus, et qu'il y a un juste milieu à trouver, qui je vous l'accorde pour l'instant n'a pas été trouvé par Triple H, mais ça c'est une autre question. Allez, justement, concluons la vidéo sur deux avis principaux qui, vous l'aurez compris, concernent le vainqueur de ce Royal Rumble, Jey Uso. En même temps, j'avais mis dans mon post, j'avais parlé de la victoire de Jey Uso, donc je m'attendais à avoir beaucoup de réponses concernant ça, mais c'est aussi justement le but, c'est de rester un petit peu dans l'actualité juste après le Royal Rumble. Là, on a justement deux avis sur Jey Uso. On en a un premier qui nous dit « J'ai adoré la victoire de Jey Uso ». Ces dernières années, depuis 2018, je dirais, les vainqueurs étaient toujours de gros favoris. Cette année, c'était une grosse surprise avec tous les gros noms qu'il y avait. Donc, je sais que beaucoup ont critiqué ce choix, mais ça fait quand même plaisir, un vainqueur inédit et surtout inattendu.
Jey Uso n'est peut-être pas le meilleur sur le ring ou au micro, mais il est passionné, il a une forte connexion avec le public, il méritait amplement cette victoire suite à son parcours depuis son arrivée à la WWE. Donc moi, mon avis sur ça, vous l'avez très certainement déjà si vous avez vu ma vidéo sur le Royal Rumble. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord et c'est effectivement un avis qui est très impopulaire. J'ai d'ailleurs vu certaines personnes qui me disaient que pour eux c'était pas impopulaire jusqu'à ce qui passe sur Twitter, parce que c'est vrai qu'on peut en parler, hein. La différence entre les réactions dans les salles et sur internet est souvent pas exactement la même, mais effectivement, moi je suis d'accord, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir donné le Royal Rumble à Jey Uso. Encore une fois, on l'a dit, c'est pas le meilleur in-ring de tous les temps, c'est pas le meilleur au micro, etc. Pour autant, je trouve pas que c'est une décision catastrophique. Je trouve que historiquement, des vainqueurs du Royal Rumble, il y en a eu des bien pires. Et très honnêtement, quand tu vois qu'un Alberto Del Rio a gagné le Royal Rumble en 2011, oui, ça me choque moins de voir Jey Uso gagner le Royal Rumble en 2025 que de voir Alberto Del Rio gagner le Rumble en 2011. Et ok, peut-être que certains vont me dire que Del Rio, le heel, etc. c'était beaucoup mieux. Je suis désolé, mais Jey Uso, les réactions qu'il a prouvent que Jey Uso, le face, marche tout aussi bien, si ce n'est mieux, que Del Rio, le heel. Donc voilà, après par contre, moi il y a un truc que je critiquerai concernant cette victoire de Jey Uso, et c'est même un truc que je critiquerai sur la globalité du Royal Rumble et qui fait que j'ai un petit peu de réserve par rapport à ça, c'est que le fait que la WWE insiste autant pour dire le vainqueur du Royal Rumble va dans le main event de WrestleMania, ça pour moi c'est pas possible, on peut pas continuer à faire ça en 2025. Déjà, il y a 2 Royal Rumble, un masculin et un féminin. Donc ça impliquerait que nécessairement le match entre la gagnante du Royal Rumble et la championne soit le main event de la nuit 1 ou de la nuit 2, et que le match entre le champion et le vainqueur du Royal Rumble masculin soit le main event de la nuit 1 ou de la nuit 2 selon l'autre match. Sauf que dans les faits, c'est pas du tout le cas, et ça fait de nombreuses années que c'est plus le cas, et je crois que ça l'a peut-être été 1 ou 2 fois historiquement, mais pas plus. Donc moi je pense qu'on devrait revenir sur l'idée du Royal Rumble qui est très simple, c'est tu gagnes le Rumble, masculin comme féminin, tu obtiens un match de championnat à WrestleMania. Main event ou pas, ça on s'en fout, on le voit quand on construit la carte. Tu peux pas te permettre, quand tu as 2 champions majeurs masculins et 2 champions majeurs féminins, de dire le gagnant du Rumble et la gagnante du Rumble, ils vont main eventer WrestleMania, parce que dans les faits c'est faux. Et en l'occurrence, pour quand même nuancer un peu la victoire de Jey Uso, je trouverais pas forcément ça intéressant que Jey Uso main event la nuit 1 ou la nuit 2 de WrestleMania, et je pense d'ailleurs que ça va pas arriver pour la nuit 2. Donc oui, dans l'idée, ça me dérange pas que Jey Uso ait gagné le Royal Rumble, je suis même plutôt favorable à cette idée, et encore une fois, je suis pas du tout le plus grand fan de Jey Uso, je trouve juste que pour l'histoire racontée, c'est assez sympa. Maintenant, je trouve que dire que le vainqueur du Royal Rumble main event WrestleMania, c'est une connerie sans nom, et ça devrait pas être formulé comme ça par la WWE. Allez, on y arrive, le dernier avis de cette vidéo, probablement le titre même, et certainement l'avis le plus controversé que j'ai vu en réponse à mon post sur YouTube et sur Twitter. Une personne nous dit très sobrement: Jey Uso va devenir un catcheur légendaire au niveau de Stone Cold. Alors, je vais faire très simple, non. Voilà, ça n'arrivera pas. Tout simplement, on peut terminer la vidéo là-dessus. Non, je rigole, évidemment. Le truc, c'est que non, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que même si le catch aujourd'hui est extrêmement populaire, la popularité mainstream, entre guillemets, qu'on a connue à l'époque de Stone Cold, etc., je pense pas qu'on arrivera à la retrouver aujourd'hui, tout simplement parce que il y a beaucoup plus de contenu de divertissement aujourd'hui qu'il n'y avait à l'époque. Donc pour moi, le catch ne sera plus jamais le truc numéro 1 aux États-Unis devant la NFL, etc. Bon, je sais même pas si c'était le cas à l'époque de Stone Cold, mais je veux dire que vraiment Stone Cold à l'époque, au même titre par exemple que Hogan, c'était des mecs qui étaient vraiment des icônes de pop culture, et que si tu ne connaissais pas le catch, tu connaissais ce mec-là. C'est pas le cas avec Jey Uso, et je pense pas que ce sera le cas. Autant Jey Uso, c'est sûr qu'il a énormément de popularité au sein de la WWE, il plaît énormément à beaucoup de fans, il a de grosses réactions, il vend beaucoup de t-shirts, tout ce que vous voulez, et très certainement qu'il va gagner le titre à WrestleMania, et j'ai vu certains qui en parlaient. C'est pas impossible qu'après WrestleMania, le truc s'essouffle, ça, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive avec des catcheurs comme ça, mais non, pour moi, impossible que Jey Uso n'arrive à ne serait-ce que la moitié de la popularité de Stone Cold, et surtout la moitié du côté légendaire de Stone Cold. Stone Cold, c'est vraiment une icône à la WWE, et c'est pas un biais lié à l'époque, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas parce que Jey Uso est dans l'ère actuelle et que Stone Cold ne catche plus que je me dis non, c'est pas possible. Il y a des John Cena qui sont des icônes au niveau d'un Stone Cold, etc., alors que leur carrière est bien plus récente. Des mecs comme Roman Reigns, je pense qu'ils seront certainement pas au niveau d'un Stone Cold, mais ils auront déjà pour moi plus d'ampleur et de résonance hors du catch que Jey Uso.
Donc non, pour moi, Jey Uso n'aura jamais le côté légendaire d'un Stone Cold Steve Austin. Est-ce que pour autant ça veut dire que il va flop et qu'il va totalement disparaître de la WWE? Non, mais pour moi, on est plus proche d'une histoire à la Yes Movement ou à la Jeff Hardy ou un truc dans le genre que d'un truc comme l'histoire de Stone Cold ou en tout cas comme la popularité de Stone Cold. Donc voilà, on a fait le tour des quelques avis que j'avais sélectionnés pour cette vidéo. Si vous en avez d'autres ou que vous voulez répondre à tous les avis que j'ai mentionnés, bah, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et tant que vous y êtes, à passer par là, n'oubliez pas le lien dans la description et en commentaire épinglé pour profiter de NordVPN, le sponsor de cette vidéo, pour moins de 3 € par mois et vous régaler de la WWE sur Netflix. Je remercie tous ceux qui le feront, ça soutient énormément la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous attends aussi comme d'habitude sur Twitch, sur la chaîne secondaire, etc. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.